a participé ce matin à Istanbul à l'ouverture du 13e sommet de l'OCI, le président de la République Macky Sall, qui a été félicité pour la conduite du COMIAC, le comité permanent pour l'information et les affaires culturelles. Le sommet travaille sur une action commune contre le terrorisme, l'islamophobie, la cause palestinienne, entre autres défis. Envoyé spécial à Istanbul, Oumar Nying. Dans la grand-messe de la communauté islamique, le Sénégal tient encore sa place. Le repère est ici, dans la poignée de main entre le président Macky Sall et son homologue Recep Tayyip Erdogan, hôte de la rencontre. L'image met en route une cérémonie qui réunit les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. 13e du genre, le sommet d'Istanbul est l'occasion de poser un jalon dans la consolidation de l'OCI. Dans cette perspective, le travail remarquable de certains dirigeants a été salué, parmi eux le président Macky Sall. Je saisis cette occasion pour exprimer également ma vive gratitude à mon estime au président des 4 comités permanents de l'OCI, Sa Majesté le roi Mohammed VI, le roi du Maroc et président du comité Al-Quds, son Excellence Mamnoun Hussein, président de la République islamique du Pakistan et président du comité du COMSTEC, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie et président du COMSEC, et son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal et président du COMIAC, pour la conduite éclairée de ces 4 comités permanents, ce qui a eu un grand impact sur la progression de l'action islamique commune. L'unité et la solidarité pour la justice et la paix. Autour du thème, les chefs d'État et de gouvernement veulent se faire entendre sur les grands dossiers qui interpellent la communauté. Le terrorisme, la cause palestinienne, l'islamophobie, entre autres défis. Pour faire face, il faut l'unité et la solidarité de la Oumma islamique. Le président Recep Tayyip Erdogan, qui a pris le relais des mains de l'Égypte, a fait un appel dans ce sens. Car tout est dans les principes et valeurs de notre religion. Une position qui avait d'ailleurs été défendue par le président Macky Sall. Lors de sa présidence en exercice, le chef de l'État avait œuvré pour l'unité du monde musulman. Il avait d'ailleurs été félicité pour son engagement en faveur des idéaux de la Oumma, alors qu'il rappelait le message de l'islam basé sur les valeurs de tolérance. C'est pratiquement le même discours qui résonne ici. Preuve que le Sénégal est de loin en première ligne dans le combat que mène l'Organisation de la coopération islamique. Le chef de l'État qui participe en Turquie au 13e sommet de l'OCI ici à Dakar, le Sénégal et la Wallonie. Bruxelles ont signé un protocole de 5 ans. C'est le résultat principal de la visite du ministre-président de la communauté Wallonie-Bruxelles qui a pris fin hier soir. L'hôte du Sénégal a été salué à son départ par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, Maman Moussagna. Entre la Wallonie-Bruxelles et le Sénégal, la coopération se renforce davantage. La visite du président ministre de la communauté de Wallonie-Bruxelles vient consolider des relations qui datent des années 90. Pour ce nouveau départ, les secteurs de l'entrepreneuriat féminin, de l'éducation, de la formation technique et professionnelle seront les plus grands bénéficiaires. Le soutien à l'entrepreneuriat féminin, à travers volonté d'encourager et de promouvoir les opportunités d'auto-emploi des femmes, de la protection de l'enfance, de l'éducation et de la formation technique et professionnelle, particulièrement en continuant à envisager un soutien significatif de l'APEF au prochain déploiement au Sénégal du programme IFADEM. Le protocole prend également en compte la coopération culturelle. Les 2 parties ont prévu de repérer d'autres programmes. Les parties s'engagent à construire un programme de coopération à 5 ans qui aura dès sa formulation un impact évaluable sur le développement humain durable du Sénégal et plus particulièrement sur l'emploi des femmes et des jeunes et sur les zones rurales. Les parties renouvellent également leur volonté de conserver dans leur coopération
une large place et un appui fort à la coopération culturelle. Elle souligne le rôle plus que jamais important de celle-ci comme vecteur de développement, facteur d'accueil de l'altérité et antidote au racisme. L'hôte du Sénégal a quitté Dakar aux environs de 21h après avoir pris rendez-vous bientôt pour le suivi des différents accords. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé ce matin la réunion préparatoire du 14e Conseil des ministres décentralisé initié par le président de la République. Il s'est agi lors de cette rencontre de faire la revue de toutes les composantes du Conseil des ministres qui va clôturer la série et qui se tiendra à Dakar au mois de juin 2016. Nous écoutons à ce propos le ministre Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, au micro de Amadou Aramtiam. Et la réunion d'aujourd'hui nous a permis de faire le point pour d'abord stabiliser un certain nombre d'orientations et organiser les différentes productions. Il a été question donc de choisir les sites pour accueillir et le conseil interministériel et le conseil des ministres. Les propositions seront soumises à Monsieur le Président de la République. Il a été arrêté également la stabilisation et la consolidation du document relatif à la programmation des investissements nécessaires, puisque vous le savez, le projet d'investissement concerne les projets qui sont en cours d'exécution, mais il concerne également des projets qui sont identifiés comme pouvant apporter de la valeur ajoutée. À l'occasion de ce conseil également, il est question de visiter des sites, soit parce que c'est des projets qu'il faut lancer, et d'autres qu'il faudrait inaugurer. Donc un agenda a été prévalidé, qui sera soumis au président de la République. Donc les recommandations ont été arrêtées par le Premier ministre, les échéances ont été fixées, c'est ainsi que le 21 il y aura une autre réunion pour finaliser certaines composantes, notamment le film institutionnel qui est présenté à cette occasion et la prévalidation sous la coordination du gouverneur de Dakar du document qui devra faire l'objet de la présentation lors de ce conseil. Et le tout devant finalement être validé par le président de la République. Donc, au mois de juin, certainement, ce conseil se tiendra. Il se tiendra dans des sites différents, mais il va concerner l'ensemble des départements de la région de Dakar. Rufisque, Dakar, Guédiawaye et Pikine. Le ministre Seydou Gueye qui annonçait donc la tenue d'un conseil des ministres décentralisé dans la région de Dakar, ce sera au mois de juin. La dépense journalière par détenu est aujourd'hui passée à 1000 francs par personne et bientôt les repas collectifs ne vont plus être que de mauvais souvenirs. Déclaration du garde des Sceaux et ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, inauguré le centre médico-social du camp pénal de Liberté 6 d'un coût de 125 millions de nos francs d'Ahaba. Le centre médico-social du camp pénal de Liberté 6 inauguré ce 14 avril. Toutes les spécialités de la médecine seront prises en charge dans ce nouveau centre. Et tout cela pour mieux recevoir tous les services de gynécologie, parce qu'il était important quand des femmes qui devaient accoucher au niveau donc de Liberté 6 ici dans la détention, et il fallait amener ces femmes jusqu'au niveau de l'hôpital Dantec ou l'hôpital principal. Cela participe d'une démarche sexo-spécifique de penser à cette catégorie de détenus, les femmes. L'autre atout de ce centre médico-social a plusieurs pièces, décongestionner le pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et où il y a des détenus qui sont aussi en surcharge et quand ils sont malades, cela n'est pas chose aisée. Donc ce centre aussi va servir cela. C'est autant de raisons qui nous font dire que véritablement nous avons ici un bijou. C'est un bijou qui a coûté à peu près 125 millions. Depuis 2 ans, les mêmes efforts sont déployés sur l'ensemble du territoire national pour permettre les détenus de vivre dans de meilleures conditions. La dépense journalière pour un détenu. On était à 80 francs. Nous sommes passés à 300 francs. Nous sommes passés à 600 francs. Nous sommes passés à 700 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 francs. Tout cela dans un effort concentré. En 2 ans, nous sommes aujourd'hui à 1000 francs par détenu et par personne. Et avec des conditions qui sont améliorées à l'heure actuelle. Les repas collectifs vont être remplacés bientôt par des repas individuels. Vous voyez, il y a une catégorie de détenus qui sont là. Le longue détention pour leur permettre de pouvoir avoir une activité et une préparation à la réhabilitation et à la réinsertion sociale.
nous aurons un beau bijou que nous allons inaugurer sous peu, une boulangerie. Le centre médico-social du camp pénal de Liberté 6 a une double vocation. Le volet médical et celui dit social, avec la formation du personnel de l'administration pénitentiaire, mais aussi la réinsertion des détenus. Dans la lutte contre le sida, le Sénégal vient d'abriter une rencontre régionale consacrée à l'amélioration de l'accès des populations clés au dépistage et aux soins. Il s'agit d'un groupe de personnes à haut risque qui vivent pourtant dans la communauté. Pour beaucoup de spécialistes, l'élimination de la pandémie passera par le ciblage de tous les groupes. 19 pays d'Afrique se sont donné rendez-vous à Dakar autour du CNLS à l'appel de l'ONU-SIDA. C'est un reportage signé Omar Diaw. L'élimination de la transmission du sida est possible à l'horizon 2030. Pour cela, il est important de renforcer les stratégies de dépistage et de traitement de toutes les cibles, et parmi elles, les populations clés. Les hommes qui ont des relations avec les hommes, les femmes qui sont travailleurs de sexe, nous avons également les détenus. Une composition variée et dont le profil change d'un pays à l'autre. Ces populations clés ne vivent pas en vase clos. Elles ont des interactions avec le reste de la population générale qui, de ce fait, n'est pas protégée. Si on règle le problème dans ces populations clés qui ont des relations avec la population générale, on va baisser les nouvelles infections. Les pesanteurs psychosociales et la stigmatisation ne sont pas pour faciliter les choses. Dans nos pays, il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs sociaux qui font que parfois ces populations ne sont pas toujours visibles. Au Sénégal, comme dans beaucoup d'autres pays, on a une épidémie concentrée. En clair, la prévalence moyenne est faible, 0,7%, mais forte dans ces groupes à risque. Il faut que nous travaillions plus dans ces groupes clés. Il faut que les services soient disponibles pour ces groupes clés. Il faut plus protéger ces groupes clés. L'ONU-SIDA affiche 3 objectifs majeurs dans les prochaines années. 0 nouvelle infection à VIH, 0 discrimination et le troisième 0, c'est 0 décès liés au sida d'ici 2030. Cette rencontre initiée par l'ONU-SIDA en partenariat avec le Fonds mondial et l'OMS est une tribune pour une vingtaine de pays africains résolus à mieux prendre en compte les groupes clés. Pour espérer mettre fin à la pandémie, il faut oser franchir cette porte, en dépit des réticences sociales et culturelles. 82% de taux de performance pour l'année 2015, un pourcentage qui prend en compte tous les programmes et projets du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Toutes les directions du département et les partenaires techniques et financiers ont pris part à cette rencontre annuelle. Philomène Constance Diagne. L'année 2015 s'en est allée laissant derrière elle des projets et programmes déjà déroulés ou en pleine exécution. Toute l'essence de cette retraite annuelle du département de l'environnement, elle consiste à faire une évaluation des activités du ministère afin d'améliorer la politique sectorielle. Quand même sur le plan juridique, il y avait beaucoup de contraintes. Nous sommes en train donc de revoir nos codes, le code de l'environnement en cours de finalisation, le code de la forêt et de la chasse, et donc le projet de loi littorale. Donc il y a beaucoup de textes sur le plan juridique qui vont nous permettre en tout cas de mieux améliorer notre performance. De 84% de performance en 2014, les résultats ont baissé à 82%, une légère régression qu'il faudrait corriger. Nous ne perdons pas de vue qu'il y a eu beaucoup de contraintes au plan institutionnel, au plan juridique également et au plan des ressources financières, parce qu'effectivement il y a beaucoup de contraintes qu'on n'a pas perdu de vue. C'est l'objectif de cette retraite. Nous passons en revue toutes les contraintes, essayer d'analyser les contre-performances pour proposer des solutions par rapport à notre PAP. À la question de savoir quelles solutions apporter aux populations pour remplacer les sachets plastiques, la tutelle de répondre. Les dispositions sont prises parce que nous accompagnons les initiatives privées, mais il faut préciser tout de même que nous, notre objectif, c'était de réglementer, d'améliorer le cadre juridique et de créer les incitations nécessaires pour que le secteur privé, pour que les initiatives privées se développent. N'oubliez pas que dans cette loi, nous avons mis fin à la gratuité et donc ça permet qu'il y ait un marché. Et donc ce marché est en train de se développer. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs, même des associations d'handicapés qui proposent des choses
certes, ce n'est pas encore à l'échelle industrielle, mais les idées sont là, les accompagnements aussi. Plus de 19 milliards ont été investis dans la réalisation des programmes pour l'année écoulée. D'importantes actions ont été menées dans la lutte contre la déforestation, la dégradation des terres, la promotion des emplois verts, entre autres. N'empêche, un redoublement d'efforts est nécessaire. Je vous parlais dans les titres de ces milliers de pêcheurs sénégalais qui partent en mer chaque année et plusieurs ne rentrent jamais. Les causes de ces décès sont liées en grande partie à la négligence du port du gilet de sauvetage. Les pêcheurs mènent leurs activités sans porter le gilet. Pourtant recommandé, certains évoquent des raisons mystiques, d'autres en appellent à la responsabilité. Notre reporter a fait un tour à Soumbédioune et à Terrou Baïsogui ce matin, Luis Bidza. Des pirogues surfent sur des vagues. À bord, des pêcheurs avec leur tenue traditionnelle. Ils ont troqué des gilets contre des vêtements légers à leur risque et péril. Expliquer ça par des problèmes mystiques. Beaucoup de gens croient à des gris-gris, croient à des croyances que les anciens nous ont léguées. Mais vraiment, à l'heure actuelle, avec la modernisation, avec tout le changement qu'il y a au niveau de la pêche, vraiment, le port du gilet est vraiment quelque chose de primordial. Nous sommes au quai de pêche de Soumbédioune. Tous les pêcheurs qui ont embarqué sous nos yeux naviguent sans gilet, tout en ignorant les risques qu'ils encourent. Il y a trop de risques de ne pas porter le gilet de sauvetage. Car si la pirogue chavire en pleine mer, si vous n'avez pas votre gilet de sauvetage à vos côtés, vous risquez de périr en mer. Mais si vous avez votre gilet de sauvetage et que la pirogue n'est pas assez loin de vous, vous pouvez vous maintenir dans l'eau. Si vous êtes mort, on pourra retrouver aussi votre corps. Certains pêcheurs de Soumbédioune ne sont pas les seuls à fouler aux pieds les consignes du port du gilet de sauvetage. Ici au quai de Terrou Baïsogui, les images parlent d'elles-mêmes. Il faut un contrôle strict pour le respect du port de gilet de sauvetage. Il y a un moment, la Marine nationale renvoyait tout pêcheur non détenteur d'une licence de pêche. Ce même contrôle sur les licences doit être fait sur les gilets de sauvetage. Du coup, les pêcheurs vont respecter la contrôle. Il y a 6 jours, plus de 7 pêcheurs ont péri dans les eaux à Saint-Louis. Pour plus de sécurité à mer, les pêcheurs exigent le port de gilets de sauvetage. Nous qui sommes à Terrou Baïsogui devons faire comme les pêcheurs de Kayar. À Kayar, personne n'embarque sans son gilet de sauvetage. Être à une trentaine de kilomètres au large de la mer, sans gilet, c'est risqué. Un danger réel. Le gilet de sauvetage a été subventionné. Au lieu de 5 000 francs CFA, aujourd'hui, il est à 2 500. C'est un prix à la portée de tout pêcheur. Vraiment, j'interpelle tous les acteurs, que ce soit les acteurs de la pêche, l'administration, le ministère, la sécurité, pour que tout le monde ait l'habitude de prendre son gilet avant d'aller en mer. Les pêcheurs déplorent la recrudescence des accidents à notre mer. 6 pirogues ont disparu durant le mois de février dernier avec 27 pêcheurs à bord. Reportage à Soumbédioune et à Terrou Baïsogui, signé Louise Bidza. Pour parler avec nous de cette question, nous avons le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, on l'a vu, de nombreuses disparitions en mer. Les derniers cas, c'est les personnes de Saint-Louis, 8 morts et 1 disparu. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Je vous remercie. Permettez-moi d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, au nom de Monsieur le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et de tout le gouvernement, présenter les condoléances aux familles des disparus. Des pêcheurs, mais également des personnes qui utilisent des pirogues pour des raisons de déplacement. C'est vrai, nous assistons à une recrudescence de pêcheurs qui disparaissent en mer ou alors de personnes qui prennent des pirogues pour des raisons de transport. Quelques chiffres. En 2014, nous avons recensé 116 morts parmi les pêcheurs. En 2015, nous avons recensé 95. Et déjà, nous sommes à 71 personnes en 2016. C'est un chiffre effarant. Après 4 mois. Après 4 mois seulement. D'où la nécessité donc pour les pêcheurs
de mettre des gilets de sauvetage en cas de déplacement. Et au-delà des pêcheurs également, des personnes qui utilisent les pirogues comme moyen de transport. C'est la raison pour laquelle son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, par rapport à cette situation, nous a instruit de faire en sorte qu'il y ait une disponibilité importante de gilets de sauvetage. C'est pour cela que nous avons donc acquis 20 000 gilets qui sont déjà disponibles, dont la cérémonie de réception est déjà effectuée il y a 2 jours. Et ces gilets, le président Macky Sall nous a demandé de faire en sorte que ces gilets soient disponibles à des prix abordables. Avant c'était 5 000 francs, maintenant c'est 2 500 francs. Et ces 20 000 gilets permettront aux pêcheurs d'en disposer. Mais le gros problème, c'est justement, vous l'avez montré tout à l'heure, c'est le fait que les pêcheurs ne mettent pas des gilets. Justement. Ouais. Et c'est un gros problème que nous avons, problème que nous devons donc régler. Du point de vue réglementaire, il faut rappeler qu'il est interdit de prendre des pirogues sans gilet. Il y a un arrêté qui règle la question. Le nouveau code de la pêche qui a été voté le 13 juillet 2015 l'interdit également. Donc nous allons renforcer le dispositif de contrôle. Par la contrainte? Par la contrainte, parce qu'il y va quand même de vie humaine. Nous ne pouvons pas laisser continuer cette situation au niveau de notre pays. Des efforts importants sont en train d'être faits au niveau du gouvernement pour cela. Mais également, comment vous allez vous y prendre pour contraindre ces gens-là à mettre les gilets? Alors, nous allons d'abord demander à l'ensemble de l'administration territoriale, gouverneur, préfet, sous-préfet, une plus grande prise en compte de cela, mais également nos services déconcentrés. Vous savez, dans chaque région, nous avons un service régional des pêches, un service départemental des pêches et également des postes de contrôle. Nous ferons en sorte qu'il y ait une meilleure présence au niveau des sites d'embarquement et vérifier avec les pêcheurs comment, dans quelle mesure les gilets seront disponibles et utilisés. Mais également faire appel aux pêcheurs pour que, avant de partir en mer, de vérifier que le gilet déjà est disponible, parce qu'il est démontré que si on met le gilet, on a beaucoup plus de chances en cas d'avarie en mer. Et l'autre aspect aussi, c'est la météo. Vous savez aujourd'hui que la météo envoie des bulletins d'information au niveau des comités locaux de pêche, qui reçoivent directement au niveau de leur portable la situation en mer. Et également les zones de pêche, les quais de pêche sont signalés avec un drapeau rouge si la météo n'est pas bonne, et un drapeau vert s'il y a possibilité d'aller en mer sans risque. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. Pour dire simplement que nous lançons un appel à l'ensemble des pêcheurs, à l'ensemble des personnes qui utilisent les pirogues pour voyager, dans les fleuves, notamment dans les îles du Sanloum, au niveau du fleuve Sénégal et le fleuve Sinsaloum et Gambie, de mettre les gilets. Le slogan, c'est « Sama gilet, sama karange ». Ce n'est pas un slogan creux. Et aujourd'hui, le difficile, c'était la disponibilité des gilets. Actuellement, c'est réglé. Voilà, justement, Monsieur le Ministre, vous avez investi beaucoup dans les gilets. Vous avez lancé cette campagne de sensibilisation, mais le problème demeure. Alors, il y a un pêcheur qui a tout à l'heure donné un début de solution en faisant carrément appel à la marine, peut-être pour aller chercher les gens qui ne mettent pas les gilets. Est-ce que cette idée vous agrée? Oui, vous savez, nous avons une direction de la protection et de la surveillance des pêches qui travaille en étroite collaboration avec la marine nationale. Évidemment, en pleine mer, si la marine intercepte une pirogue sans gilet, c'est une infraction. Et en ce moment, cette infraction est traitée. Il y a des amendes? Absolument. Il y a des amendes qui vont jusqu'à 300 000 francs par personne. Mais maintenant, il faut aussi que la sensibilisation, nous puissions continuer la sensibilisation. Au niveau des pêcheurs, avec les comités locaux de pêche qui existent un peu partout dans les zones de pêche, et une meilleure présence de nos services au niveau des quais de pêche pour contrôler les embarcations qui doivent disposer, entre autres, de gilets de sauvetage. Vous savez qu'actuellement, le président Macky Sall a beaucoup fait pour la pêche. Je pense également aux moteurs. La subvention de 5 000 moteurs pour 5 milliards. Chaque pêcheur qui achète un moteur a une subvention de 1 million, ce qui ne s'est jamais passé. Une subvention sur le carburant de pêche. Et également les gilets qui sont subventionnés.
les quais de pêche qui sont en construction, les aires de transformation, bref, pour dire que actuellement le gouvernement fait beaucoup d'efforts au niveau de la pêche, mais ce que nous demandons aux pêcheurs, c'est vraiment de mettre les gilets pour diminuer le nombre de disparus en mer. Mais comment faire pour, monsieur le ministre, pour contourner justement ces croyances? Parce que quand on entend l'autre parler de pratique, d'aspect mystique de la chose, comment faire pour prendre en charge cet aspect? Vous savez, la prise en charge, elle est très simple. Il faut que la loi soit respectée, simplement. Quand le fait d'aller dans une pirogue sans gilet constitue une infraction, il faudrait que les personnes aussi puissent savoir qu'elles s'exposent à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des amendes assez importantes. Donc de ce point de vue-là, les personnes peuvent avoir leurs croyances, mais le monde bouge, les choses évoluent, le changement climatique est aujourd'hui une réalité. Vous savez qu'il y a une translation des saisons. Et je donne un exemple, le 21 mars 2016, le 21 février 2016, la météo à Mbour avait dit n'allez pas en mer. Il y a eu des pêcheurs qui ont bravé cette interdiction. Évidemment, nous avons perdu 4 pêcheurs. Pour dire simplement que ces pêcheurs doivent écouter la météo, tenir compte de cela. Ne pas simplement être attirés par le gain, mais penser aussi à leur survie, ce qui est quand même extrêmement important, le capital humain. Quand un pêcheur va en mer, c'est pour avoir du poisson et revenir, vendre le poisson ou l'utiliser comme nourriture et rester auprès de sa famille. Donc, la conscience doit être de mise au niveau de nos parents pêcheurs, que ce que le gouvernement fait, c'est pour les protéger. Il y avait un problème de déficit de gilets. Aujourd'hui, ce déficit est quasiment comblé. Eh bien, à un prix abordable, que nos pêcheurs mettent les gilets. Monsieur le ministre, j'espère que les pêcheurs vont vous entendre. Vous étiez avec nous sur ce plateau pour nous parler donc de la nécessité de porter le gilet de sauvetage. C'est capital quand on va en mer. Ça a été le message de monsieur le ministre Oumar Gueye que nous remercions d'avoir voulu répondre à nos questions. Nous allons voir avec vous également cette autre tragédie, cet accident d'autocar survenu récemment dans la région de Kaolack qui repose la question de ce type de transport de plus en plus répandu quand les bus ont fait leur apparition sur les circuits interurbains. Les voyageurs espéraient plus de confort et de sécurité. Progressivement, ils ont eu une série noire, bus nocturne de l'incertitude. C'est la chronique signée Omar Diaw. À chaque fois que la route fait tristement parler d'elle, c'est le temps d'oublier les mois généralisés et la consternation. Et dans le flot tempétueux des commentaires fatalistes, justes ou approximatifs, s'ils ne sont pas dictés par un haut le cœur, on se rend compte que tout le monde, au moins la grande majorité, comprend ce qui se passe. Le diagnostic est dressé depuis longtemps. Entre-temps, du temps s'est écoulé. Des milliers d'autres kilomètres ont été parcourus, toujours avec un tribut de sang plus lourd. Le parc automobile a grossi, devenant plus hétéroclite. À la question du nombre s'ajoutent d'autres éléments explicatifs mais pas justificatifs. Car au fond, rien ne peut justifier un accident si et seulement si les règles du code que l'on passe avant le permis sont rigoureusement respectées. Par contre, ces drames, on peut toujours tenter de les expliquer sans jamais avoir raison. Tout ce qui s'explique d'ailleurs ne se justifie pas. Lâchons le frein et avançons pour constater que les bus que l'on croise dans le transport interurbain posent un certain nombre d'interrogations. D'où viennent-ils? À qui appartiennent-ils? Quel est leur âge? Leur état technique? À quelle vitesse roulent-ils? Leur charge utile? Sur une route sans fin, il n'est pas rare de se faire dépasser par un de ces mastodontes alors que votre compteur flirte avec les 100 km/h. Le coup de vent qu'il génère sur les flancs de votre petite auto peut même vous envoyer dans le décor. Une telle masse, quand elle se déplace, produit une énergie cinétique considérable, d'autant plus importante que la vitesse est élevée et comporte une quantité de mouvement fatal en cas de choc. Qui absorbera les forces en présence? Les infortunés passagers, broyés dans les rêves de leur sommeil définitif. À ces considérations de cinématique, ajoutez la répartition faussée des charges sur ces véhicules surchargés verticalement et vous aurez le centre de gravité déplacé ailleurs qu'au bon endroit. Or, c'est lui qui détermine l'équilibre ou alors le mortel déséquilibre. Dans certaines conditions, rien ne peut empêcher le véhicule de se renverser.
Voilà, bus nocturne de l'incertitude, une chronique signée Oumar Diaw. Dans la série sur l'horticulture, le Sénégal autosuffisant en carottes, une surproduction de 6 000 tonnes pourrait être exportée. Si les conditions de conservation sont réunies, la culture de la carotte dans la zone des Niayes à hauteur de Fass Boye crée des conditions d'employabilité saisonnière pour les jeunes, tandis que les producteurs souffrent à écouler leur culture du fait de la concurrence de la carotte importée. Visite des exploitations de Fass Boye avec Abibou Mbaye. Une charrette pour accéder à la carotte. Pas besoin du bâton pour faire avancer le cheval sur ce trajet sablonneux qui longe une plage où l'océan jette ses vagues sur une terre ferme, fertile que le vieux Serasso est venu chercher à Fass Boye pour la culture de la carotte. Vous avez bien vu ce périmètre. Il y a de bons rendements, mais les charges sont énormes. On dépense des millions sans entrer dans le fonds. À perte de vue, dans les bas-fonds, l'horticulture étale tout son charme. Le système d'arrosage permet d'avoir 3 campagnes pour ravitailler tout le pays en carottes. Si la culture est bien faite, bien entretenue, on peut récolter des centaines de sacs. Mais si on ne peut pas les vendre, bonjour les pertes. À Fass Boye, la disponibilité de l'eau et des terres est un atout de taille. Le comportement des cultures impacte positivement sur les importations du Sénégal en carottes. Où va-t-on conserver nos récoltes? Et pourtant, il y a des chambres froides qui fonctionnent à l'énergie solaire. L'argent des importations de carottes estimé à 1,6 milliard de francs CFA peut servir à cela. Paradoxe, la production nationale est estimée à plus de 18 000 tonnes alors que les besoins en consommation sont évalués à 12 000 tonnes. Et pourtant, le Sénégal continue d'importer ce que les producteurs déplorent. Les importations se chiffraient à 9 500 tonnes en 2009, mais maintenant c'est réduit jusqu'à 7 000 tonnes. 7 000 tonnes. Bon, notre production, nous, fait plus de 18 000 tonnes par an. Bon, parce que nous faisons 2 ou 3 campagnes de carottes par année. Face à cette surproduction de carottes, des efforts sont faits pour conserver le surplus dans des chambres froides. Et le programme d'aménagement pour le développement économique des Niayes, PADEN, y joue un rôle important. Nous appuyons aussi des initiatives, n'est-ce pas, d'installation d'infrastructures structurantes. D'infrastructures structurantes comme celle que vous avez visitée à Fass Boye, qui est un magasin de stockage, mais aussi des magasins de conservation et aussi dans le cadre de ces magasins de conservation des chambres froides. Fass Boye, Lit, Mbetet, Diogo, Keur Gorgui Oumar Sow et Téninar sont autant de villages où la jeunesse tire ses revenus de la filière pour ne pas sombrer dans un avenir où les carottes sont cuites. Nous gagnons bien notre vie avec la carotte. Nos familles sont entièrement prises en charge avec les revenus tirés de ce travail. Après les champs, la production est acheminée à bord des charrettes pour être chargée dans des camions au marché de Fass Boye à destination des différentes régions du pays. Allez en Mauritanie, au Mali, en Gambie, à Tamba, vous y trouverez de la carotte made in Fass Boye avec des sacs estampillés Fass Boye. Nous sommes les premiers à le faire. Autour de la carotte, les bonnes dames s'activent dans la récolte et le lavage comme gagne-pain. On nous engage dans les champs. On est payé avec de la carotte qu'on va revendre sur le marché entre 3 500 ou 4 000 la bassine. Nous lavons la carotte, ensuite nous la revendons pour avoir de quoi nourrir notre famille. On gagne entre 5 000, 2 500, parfois 1 500 francs seulement par jour.
Avec une filière maîtrisée par les différents acteurs, l'encadrement de l'État semble être la seule issue pour assurer les revenus durables aux producteurs de la filière carotte. Habib Mbaye, l'horticulture est un secteur très dynamique qui emploie beaucoup de personnes. Conséquence de l'exode rural, de nombreux travailleurs venus de la sous-région investissent dans l'horticulture à la place des populations locales. Ce n'est pas le seul problème puisque la spéculation foncière constitue également un obstacle au développement de l'horticulture. Sédina Lunfal. À une cinquantaine de kilomètres de Dakar, ils sont des centaines à se relever sur ce champ d'haricots dans la commune de Pout à Thiès. Plusieurs hectares réservés à l'horticulture. Mais les terres disponibles se font de plus en plus rares. La spéculation foncière fait partie des obstacles qui entravent le développement du secteur. C'est vrai que le foncier pose des difficultés. Dans la zone des Niayes, il y a une urbanisation galopante qui a fait que beaucoup de terres, nous que nous connaissions pour l'agriculture, sont devenues des chantiers de l'habitat. Ça pose un énorme problème. Et je pense aussi que le foncier en lui-même est un grand chantier sur lequel l'État travaille depuis des années, mais tout le monde attend les résultats de la Commission nationale sur le dossier. Le secteur crée beaucoup d'emplois et rémunère relativement bien. Pour chaque sou récolté ici, ces femmes perçoivent 200 francs CFA. Le travail, en tout cas, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont vraiment motivés, des gens qui aiment l'agriculture, qui sont conscients que l'agriculture est un métier noble, que vraiment, sans l'agriculture, on ne peut pas développer notre pays. Dans les champs, il est aisé de constater la présence d'hommes et de femmes venus d'autres pays de la sous-région. Il faut le reconnaître, l'exode rural n'arrange pas les horticulteurs. Certains préfèrent aller à Dakar pour s'investir dans le commerce. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que c'est un travail difficile. Il y a un déficit criard parfois de main-d'œuvre qualifiée en milieu rural. Avant, pour ceux qui le connaissaient, il y avait des gens du sud qui venaient parfois pendant la période de contre-saison ici pour faire la main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans la zone des Niayes, vous allez voir, il y a plein de Burkinabés ou de Maliens qui viennent pour s'occuper des plantations parce qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre. Je pense que cette main-d'œuvre-là aussi peut éventuellement poser problème, mais qui peut être atténuée par le processus de mécanisation qui est en cours. Le secteur est dynamique. Les acteurs continuent leurs opérations de charme afin de fixer les populations, les jeunes notamment, dans leur terroir. C'est le sous-secteur de l'agriculture réputé le plus dynamique. 90 635 tonnes de produits horticoles ont été exportés en 2015 pour 50 milliards de retombées. Paradoxe, les horticulteurs se considèrent comme les moins financés du Sénégal. Pourtant, ils ont grand besoin de ressources financières. Qu'est-ce qui bloque alors? Acteurs et banquiers se prononcent dans la rubrique économie de ce jeudi avec Aramdao. Autant ils convainquent du caractère compétitif et rentable de leur secteur, autant ils arrivent à démontrer, contre toute logique, que leur filière, l'horticulture, est le parent pauvre du financement. Il est dit que au niveau du Sénégal, moins de 4% des financements vont à l'agriculture. Et il y a moins de 1% des financements qui vont à l'horticulture. Tout le monde le sait aussi, l'horticulture est l'activité agricole qui demande le plus de financement. C'est le cas de la mangue. Vous savez, la mangue, c'est un produit qui nécessite beaucoup d'investissement. Tout est payant, en commençant par les emballages, en commençant par le produit, les pisteurs, les récolteurs, le conditionnement, tout est payé dans la journée. Et je le dis toujours que pour faire un conteneur de mangue de 21 tonnes, il faut une immobilisation de 9 millions. L'horticulture, c'est plus de 90 000 tonnes exportées en 2015, 50 milliards de rentrées de devises. Que peut-on alors exiger de plus?
à des acteurs aussi dynamiques. La garantie. Quand vous allez dans les banques, c'est des garanties qu'ils vous demandent. Et vous savez, nos exploitations ne sont pas titrées. C'est le domaine communautaire où vous êtes régi à une délibération. Et cette délibération ne vaut rien au niveau des institutions bancaires. Le président de la coopérative fédérative des horticulteurs va plus loin dans le diagnostic. Les banquiers peut-être pensent que c'est un secteur à haut risque. Nous sommes dans un pays aussi aujourd'hui où vous ne trouverez pas presque des lignes de garantie, de fonds de garantie pour accompagner. Sauf pour dernièrement, on parle du fonds GIS et du fonds GIP et tout ça. Les horticulteurs seraient-ils laissés à eux-mêmes ou est-ce la demande qui est trop forte? À notre niveau, ce n'est pas le volume de demandes qui pose problème. Le plus souvent, c'est l'organisation des producteurs pour la mise en marché. Puisque à chaque fois que nous sommes en face de producteurs bien organisés, qui commercialisent correctement et qui ont la maîtrise de l'eau, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est des facteurs importants pour avoir un équilibre de l'exploitation. À ce niveau, nous n'avons pas de soucis particuliers. Pour cette unique banque à vocation agricole du Sénégal, elle a pourtant injecté plus de 2 milliards dans le financement de l'horticulture en 2015. Nous sommes à des taux de 7,5% par an pour les crédits de campagne. Nous sommes en négociation avec des partenaires justement pour développer le volet investissement, tout ce qui est modernisation de l'irrigation. Même son de cloche du côté du fonds GIP. Pour ce fonds, les horticulteurs figurent en bonne place dans leur pôle sectoriel prioritaire numéro 1. L'exemple de Remek Niaï, qui est une institution de microfinance qui bénéficie d'un financement de 100 millions de francs de la part du fonds GIP. Son siège est basé à Mboro et Remek Niaï refinance des acteurs de l'horticulture, surtout avec la dimension genre et parité. Avec le BICIC, avec la filière oignon, nous avons déjà pu mobiliser des ressources de 1 à 2 milliards de francs CFA. Avec les autres projets structurants que nous avons financés au plan national, nous en sommes déjà à 123 millions de francs. Le fonds GIP annonce une levée de fonds de 5 milliards en 2017 pour plus de garanties. Les horticulteurs veulent mettre toutes les chances de leur côté. Il y a un travail à faire de part et d'autre. Les cycles de production ne sont pas souvent conformes ou adaptés au cycle des prêts au niveau de ces banques. Mais ça, il y a un travail d'adaptation à faire au niveau de ces banques, mais en face d'acteurs bien organisés. Le financement est d'autant plus important que le Sénégal ambitionne d'exporter 150 000 tonnes en 2017, soit 60 000 tonnes de plus que le volume actuel. Aux grands objectifs, les moyens financiers nécessaires. Voilà la rubrique économie sur le financement du secteur horticole. Nous aurons d'autres sujets consacrés à cette série dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la revue à mi-parcours du programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural. Pendant ces 2 années d'intervention, le PADAER a investi 11 milliards dans les parties sud et sud-est et nord du pays. Le programme a pour cible les couches vulnérables. Tchorogien. Après 2 ans d'exercice, partenaires, tutelles et équipes techniques se sont donné rendez-vous autour d'une table pour établir un bilan à mi-parcours. Constat, les réalisations du PADAER ont déjà porté leurs fruits à Matam, Tambacounda, Kédougou et Kolda. Nous avons également mis en place des ouvrages à double fonction, c'est-à-dire qui permettent de désenclaver. Nous avons contribué au désenclavement de 4 communes dans la région de Kolda pour un linéaire de 73,5 km, 12 abreuvoirs avec des antennes. Sur le plan irrigué, nous avions un objectif initial de 200 hectares et aujourd'hui nous en sommes à 728 hectares aménagés, mis à la disposition des populations dont certains producteurs vont aller en contre-saison. Si ces résultats ont été obtenus, c'est grâce à une bonne gestion des ressources financières. Les ressources mises à disposition du PADAER ont été bel et bien gérées. Et j'aimerais féliciter l'équipe du projet parce que j'ai parcouru l'Afrique, ce n'est pas pareil ailleurs. En ce qui concerne le PADAER, ces ressources ont été bien gérées
et ces ressources ont été mises à disposition des petits producteurs. Lors de ces assises pour évaluer les années d'intervention du PADER dans plusieurs localités, coordonnateurs et équipes techniques ont accordé leur violon pour agir ensemble sur les dysfonctionnements. L'inclusion des jeunes reste un défi à relever. Bien qu'on sait qu'en matière d'agriculture, les jeunes et les femmes ont des difficultés d'accéder à la terre. Les aspects liés à la post-récolte. Nous avons suffisamment produit, beaucoup produit, et nous envisageons même cette année d'augmenter nos superficies et multiplier par 2. Et cela veut dire qu'il faudrait qu'on mette en place une batterie d'équipements post-récolte pour le décortiquage, le battage, l'égrenage, afin de réduire la pénibilité du travail des producteurs. Nous avons des acquis, certes, mais est-ce que si le projet arrive à expiration, ces résultats-là vont continuer à bénéficier aux bénéficiaires? Donc, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, avec l'appui du FIDA, est en train de mettre en place un programme qui va permettre au FNDASP, Fonds National de Développement Agro-Silvopastoral, de diffuser les bonnes pratiques qui ont été identifiées dans les projets du ministère de l'Agriculture. Pour atteindre sa cible et éradiquer le fléau de la pauvreté dans ces zones d'intervention, le PADER a déboursé plus de 11 milliards de francs CFA en 2 ans pour appuyer les femmes, les jeunes et les petits producteurs. Ecobank Sénégal a atteint ses objectifs pour 2015. Le total bilan, la croissance organique, de même que les dépôts, ont connu une hausse. Les actionnaires étaient en assemblée générale ce matin. L'occasion de préciser que le résultat après impôt de la banque s'est déprécié. Hamid Diop. Malgré plusieurs hausses, 13% pour le total bilan, 4% pour la croissance et 18% pour les dépôts, le résultat d'Ecobank après impôt s'est légèrement déprécié. En assemblée générale, les autorités de la banque expliquent que c'est dû à une politique de provisionnement. Le résultat net a connu une légère baisse par rapport à l'exercice 2014 lié à notre politique de provisionnement, parce qu'il est important à un point de faire une revue exhaustive du portefeuille de crédit et de pouvoir prendre des mesures mesures comptables qui sont en conformité avec non seulement la réglementation bancaire actuelle, mais également par anticipation aux nouvelles règles qui sont en cours de mise en œuvre au niveau de la région. Donc le nouveau plan comptable, vous avez BAL 1 et BAL 2 qui sont en cours de réflexion pour mise en œuvre au niveau de la zone, et c'était important que nous, en tant qu'institution qui préserve, je dirais, les dépôts et de notre clientèle, de pouvoir anticiper et prendre des mesures, je dirais, de conservatisme comptable. Ecobank Sénégal joue un rôle majeur dans le groupe. Au cours de l'année 2015, la banque a mené de nombreuses activités pour consolider sa position et se rapprocher des clients. Je pense que Ecobank Sénégal fait partie d'un ensemble de 36 pays présents en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, avec des bureaux à l'international. Ecobank Sénégal est une filiale, je dirais, significative dans le groupe. Il fait partie d'un ensemble qu'on appelle l'ensemble de l'EMOA, qui, bon an, représente environ 20% de l'activité bancaire du groupe. En 2015, la politique de provisionnement menée par Ecobank a permis d'assainir les portefeuilles de crédit à la clientèle, ce qui s'est traduit par une hausse des provisions de plus de 8 milliards. Le 125e anniversaire du père fondateur de la nation indienne, l'ambassadeur de l'Inde à Dakar, a organisé une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs pour rendre hommage à cette figure politique qui a beaucoup œuvré à la construction de la démocratie dans son pays, Oumou Baldé. L'Inde rend hommage à l'un de ses hommes forts. Il s'agit du principal rédacteur de sa constitution. Une cérémonie commémorative qui a débuté par un dépôt de gerbes de fleurs. Today is very important for us because Dr. Bhimrao Ambedkar. C'est une démarche très importante pour nous parce que Dr. Bhimrao Ambedkar était un grand homme. Il nous a donné la constitution indienne. Bien sûr qu'il faisait partie de l'Assemblée constituante avec d'autres membres, mais il en était le président. January 26, 1950.
Et le 26 janvier 1950, la Constitution fut adoptée par notre pays. Non seulement il nous a donné la Constitution, mais aussi il a été la voix des minorités. La dimension de l'homme pour les Indiens est telle que ce jour est décrété férié dans leur pays. Son rôle dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde est indéniable. Même pour le Dr Bhimrao Ambedkar, Gandhi était un modèle. En Inde, Dr Bhimrao Ambedkar est très connu. Le défi maintenant, c'est qu'il soit connu partout. Au-delà de ces dimensions politiques, le leader célébré ce 14 avril a marqué l'Inde